On y est. Lucas, vous pouvez y aller. Voilà. Alors, voyons si ça marche comme ça. Parfaitissime. Alors, première chose, bon, l'importance du sol, c'est peut-être pas dans cette enceinte qu'il faudrait le souligner, mais les sols ont une importance pas seulement du point de vue environnemental, ce qui est déjà beaucoup, mais aussi au niveau de l'économie, aussi au niveau de l'importance du travail. Par exemple, simplement au niveau de la nourriture, la très grande majorité des calories nutritionnelles nous vient du sol, de façon indirecte, dans le sens que c'est le support de culture. Et donc, si nous voulons continuer à vivre, nous avons besoin effectivement d'une bonne qualité de nos sols pour produire de la nourriture. Mais l'agriculture, tout comme l'environnement forestier d'ailleurs, c'est aussi une source de travail et donc de croissance économique. Au niveau de l'Union, c'est presque 400 milliards d'euros, chiffre 2011, au niveau du chiffre d'affaires de l'agriculture. Donc ça a une importance aussi au niveau du produit brut et donc de l'économie en général. Les effets plus directement, si on veut, liés à l'environnement, l'effet éponge des sols, donc le fait que les sols peuvent absorber des quantités très importantes d'eau de pluie et donc contribuer à mitiger les effets des alluvions. La biodiversité des sols, vous avez des panneaux très intéressants, si vous avez eu l'occasion de les voir pendant la pause midi, sinon peut-être plus tard, très intéressants sur la vie qui est dans les sols. Donc les scientifiques nous disent que, grosso modo, un quart de la biodiversité est sous nos pieds, et donc là aussi un patrimoine important à sauvegarder. Et en dernier lieu, mais pas moins important, c'est le fait que les sols ont une réserve très importante de carbone. Au niveau des sols européennes, c'est entre 70 et 75 milliards de tonnes de carbone. C'est des quantités très importantes. Juste pour vous donner une idée, 0,1% de ce carbone qui passerait à l'atmosphère, c'est l'équivalent des émissions de 100 millions de voitures en plus dans nos routes. Donc, l'importance économique, sociale et environnementale des sols. Sols qui sont, qui subissent des menaces. On peut dire des menaces au niveau de l'environnement urbain, donc l'artificialisation des sols, mais aussi plus dans le champ de la gestion au niveau de l'agriculture ou des forêts, question du tassement, question de l'érosion, la perte de matière organique, la salinisation, l'éboulement de terrain, et aussi la contamination des sols, donc la gestion des sites contaminés, les effets que les contaminants dans les sols peuvent avoir pour la qualité des eaux ou la santé humaine. Même en Europe, ce n'est pas seulement une question du tiers-monde ou hors de nos frontières, même en Europe, la dégradation des sols continue au niveau de l'érosion. La carte que vous voyez a été faite à partir d'une modélisation de nos collègues du Centre commun de recherche de la Commission qui sont basés à Ispra en Italie. Et ça montre les régions, les zones où vous avez le plus d'érosion hydrique, donc causée par la pluie. Évidemment, les zones où il y a des pentes importantes sont les plus concernées par le phénomène, mais l'érosion, ce n'est pas seulement un phénomène, disons, naturel, ça peut être accentué, augmenté par l'action de l'homme qui, au contraire, pourrait agir pour diminuer ces phénomènes. Toujours les scientifiques nous disent que dans nos climats, le taux de croissance des sols, c'est grosso modo 1-2 tonnes par hectare par an, c'est-à-dire que toute l'érosion qui est au-dessus de 2 tonnes, c'est pratiquement une perte nette du profil du sol et donc de la possibilité du sol d'expliquer toutes ses fonctions. Donc l'érosion, les questions matière organique.
Là aussi, il y a un clivage nord-sud qui est tout à fait naturel, dû aux conditions différentes du climat, plus froid, plus pluvieux au nord de l'Europe comparé au sud. Mais la gestion, la façon avec laquelle on utilise nos sols peut contribuer à maintenir la matière organique et donc le carbone dans les sols, ou bien à que ce carbone parte en atmosphère, avec toutes les conséquences que cela peut avoir au niveau du changement climatique. L'artificialisation des sols, donc vous avez sur ces deux cartes des données à partir d'un projet européen géré par l'Agence européenne de l'environnement, qui s'appelle Corinne Lancaver. Sur la gauche, vous avez le taux d'accroissement de l'artificialisation des sols dans la période 2000-2006, et à droite, c'est les sols artificialisés en 2006. Donc, à gauche, c'est une photographie dynamique, à droite, la photographie statique de la situation. Et vous voyez, à gauche, tout ce qui est rouge peut arriver jusqu'à une augmentation de 25% de l'artificialisation des sols au niveau local. Et on peut voir un peu les housing bubbles, donc la grande croissance des maisons qui a été faite en Espagne, en Irlande, et qui a un peu aussi qui a contribué aussi un peu à la crise dans laquelle nous nous trouvons. À droite, c'est la photographie statique, donc où est-ce qu'on a le plus d'artificialisation. Il faut garder à l'esprit néanmoins deux choses. La première, c'est que ces données, que maintenant elles ont disparu... Elles sont revenues, Lucas. Très bien. Évidemment, sont disons, distribuées au niveau départemental, pour le cas de la France, au niveau des provinces en Italie, etc. Donc, les effets des concentrations, au niveau notamment des côtes, aux alentours des villes, sont un peu perdus. La deuxième chose, voilà, c'est que le système qui génère ce genre de cartes est en lui-même un système qui ne permet pas de voir les petits changements. Donc, si on ajoute une petite rue à droite ou à gauche, ou quelques maisons ici et là, le système ne le voit pas. Donc, la valeur ajoutée, c'est qu'évidemment, ça nous donne une vision comparable et harmonisée de tous les pays européens. Mais de l'autre côté, il faut se rappeler que ce n'est pas complètement la totalité du problème. Par exemple, on cite souvent le chiffre de, grosso modo, 25 mètres carrés de sol consommés en France. En Italie, l'estimation, c'est de 8 mètres carrés. En Allemagne, c'est grosso modo, ce jour-ci, vers 9 mètres carrés. Mais tous ces chiffres sont des chiffres nationaux, donc en principe beaucoup plus fines comparé à ce que le Corinne Lancaver peut nous donner. Mais le Corinne Lancaver, son avantage, c'est le cadre général au niveau européen. Perte, donc artificialisation des sols, qui a toute une série de conséquences au niveau de la possibilité ou non que le sol puisse absorber l'eau, au niveau du carbone stocké, au niveau de l'absorption des eaux, mais aussi le fait qu'on perd la possibilité de produire de la nourriture, de production agricole. L'estimation de nos collègues du Centre commun de recherche pour 19 pays de l'Union européenne dans la période 1990-2006, donc grosso modo sur 15 ans, c'est qu'on a perdu un peu plus de 6 millions de tonnes de blé équivalent, pour ainsi dire, à cause de l'artificialisation de terre. 6 millions de tonnes, c'est grosso modo 5% de la production annuelle de la France, ce qui n'est pas négligeable du tout, en tenant compte du fait que la population mondiale va augmenter sérieusement, ça c'est ce que les Nations Unies nous disent, et que donc il faudra nourrir tout ce monde, et aussi le fait que
qui est faite dans une période relativement brève et pratiquement irréversible. Donc les sols qui ont été artificialisés, on ne va pas les retourner à la production agricole. Donc ça pour vous donner un peu le cadre très brièvement des différents défis auxquels nous sommes confrontés. Et qu'est-ce qu'on fait Ah ben voilà, donc ça c'était le chiffre que je disais. Et aussi une perte de 5% pas négligeable à cause du fait que le taux d'accroissement de la production auquel on assistait dans les 50 années passées est en train de stagner. Donc c'est une perte nette très importante à laquelle, d'une façon ou de l'autre, il faudra faire face dans le futur. Donc, au niveau de la politique européenne, en 2006, la Commission a adopté ce qu'on appelle dans le jargon une stratégie thématique, donc un document politique pour la gestion des sols au niveau européen, autour de 4 piliers, de 4 pistes principales. Une sensibilisation, donc c'est ce que, en effet, nous sommes en train de faire aujourd'hui, d'expliquer l'importance des sols pour l'environnement, pour l'économie, pour la société. Premier pilier. Deuxième pilier, la recherche. Nous avons un bon degré de connaissance au niveau des États membres, au niveau européen, mais il y a aussi plein de domaines dans lesquels il faudrait approfondir notre connaissance de la situation des sols et des relations entre les différentes fonctions. Troisième pilier, intégrer les aspects de protection des sols dans les autres politiques au niveau européen, politiques au niveau national. Et quatrième aspect, législatif, normatif. Donc, on n'a pas une législation spécifique pour la protection des sols au niveau européen et la Commission, en 2006, a fait une proposition. Je reviens sur ça dans un moment. L'objectif de la stratégie thématique, c'est d'assurer, d'un côté, la protection des fonctions des sols, de l'autre, une utilisation soutenable. Donc, ce n'est pas qu'on dit « Ah, les sols, ils sont super fantastiques, il ne faut pas les toucher parce qu'on veut les garder tels qu'ils sont ». Ce serait tout à fait impossible. Et d'ailleurs, pas intelligent du tout. Donc, le défi, c'est d'utiliser d'une façon soutenable dans le court, moyen et long terme nos ressources sols qui sont, par définition, limitées. Et donc, les différentes fonctions, c'est, comme je disais, fonctions productives, donc biomasse, bois, etc. Fonction recharge de nappes phréatiques, fonction de recyclage des nutriments, fonction stock de carbone, mais aussi le sol comme source de minerais, le sol comme plateforme pour l'habitat, pour les constructions, le développement, les infrastructures. Donc, toutes ces différentes fonctions des sols devraient être protégées et surtout utiliser les sols d'une façon qu'on puisse avoir le plus grand nombre de fonctions des sols possibles au même moment. Je disais de la proposition législative qui a accompagné les documents de la stratégie thématique. La proposition législative était très simple. D'un côté, identifier le problème. Deuxième volet, agir pour améliorer la situation. Et les deux volets étaient, au niveau de principe, les mêmes pour les deux grands chapitres de la directive, c'est-à-dire la partie agricole, la partie érosion, perte de matière organique, salinisation, etc., et la partie contamination. Donc, c'était faire un diagnostic, voir où on a des problèmes d'érosion, voir où on a des sites potentiellement contaminés ou des sites contaminés. Et, deuxième volet, faire des plans d'action décidés par les États membres à l'échelle plus appropriée pour s'adresser au fait qu'il y a une perte de matière organique trop importante dans une certaine région, dans une certaine zone du pays, plutôt qu'à la salinisation, plutôt qu'à l'érosion, ou bien faire des plans d'assainissement avec des temps de mise en œuvre à décider par l'État membre concerné. Donc, une très grande flexibilité
mais néanmoins une approche plutôt ambitieuse. Ce qui s'est passé, c'est que, donc, proposition faite par la Commission en 2006, après 7 ou 8 ans de discussion, le Parlement européen a adopté la proposition législative en première lecture en novembre 2007, donc une année après la proposition de la Commission. Mais au Conseil, donc au niveau des gouvernements, des ministères de l'Environnement, on n'est jamais arrivé à se mettre d'accord. Il y a eu une minorité de blocage qui a justement bloqué toute progression en avant vers l'adoption de la directive. Et donc, en octobre 2013, l'année passée, la Commission a dit, bon, étant donné qu'on a ce blocage, soit se passe quelque chose d'ici aux élections du Parlement européen, on a un signe que cette minorité de blocage change d'avis et que donc on peut avancer vers l'adoption de la directive, soit il faudra réfléchir à faire autre chose, voire à retirer la proposition de la table parce qu'elle n'est manifestement pas adaptée à faire avancer les débats au niveau communautaire. Ce qui s'est passé en mai de cette année, la Commission a décidé finalement de retirer la proposition de directive cadre sur le sol parce que pour, disons, ouvrir la voie à une vision tout à fait nouvelle, en tout cas alternative, par la prochaine commission qui prendra office à partir du 1er novembre 2014. Donc la proposition de directive cadre pour la protection des sols a rejoint les sols, elle a été enterrée. Qu'est-ce que pourra se passer dans le prochain futur? Ça, c'est un peu comme on est justement dans une phase de transition entre la commission de M. Barroso et la commission de M. Juncker, et toute la machine doit encore se mettre en place, mais on a au moins quelques points de repère. Le premier, c'est le 7e cadre d'action en champ environnemental. Vous savez peut-être qu'au niveau européen, on travaille par période budgétaire, mais aussi pour ce qui est, par exemple, des programmes de recherche, des programmes de développement régional, et aussi dans le champ de l'environnement, on a toute une calendarisation, on a toute une série de programmations. Donc, le 7e programme, qui couvre la période 2014-2020, la même période que le budget européen, a été adopté. C'est une décision du Conseil et du Parlement, donc ce n'est pas un instrument normatif, ce n'est pas une directive, c'est simplement une décision, mais c'est une décision qui donne un poids politique au contenu de ce document. Et pour le domaine qui nous intéresse, donc pour les questions sol, je devrais dire, le programme d'action est axé autour d'un certain nombre d'objectifs prioritaires, je crois qu'ils sont 9 ou voire 10. L'objectif prioritaire numéro 1, c'est sauvegarder le capital naturel de l'Union. Donc les questions sol sont reprises là-dedans. Tout ce que je disais tantôt à propos du fait qu'il faut s'attacher aux questions érosion, perte de matière organique sont soulignés. Le fait que l'Union et les États membres doivent quand même réfléchir à une approche normative pour la protection des sols dans une forme à établir, mais quand même cette réflexion devrait aboutir à quelque chose dans une période plutôt brève. Et aussi l'aspect de reprendre une proposition de la Commission faite en 2011 dans le cadre d'une Europe plus efficace dans l'utilisation de ses ressources, où la Commission avait proposé qu'à l'échelle 2050, il faudrait mettre en terme à l'augmentation nette de l'artificialisation des sols. Je crois qu'il y a un mot qui manque là-dedans. Oui, parce que l'augmentation nette de la surface de terre, c'est un objectif très facilement atteignable, sauf peut-être aux Pays-Bas. Donc, c'est mettre en terme à l'artificialisation nette des sols à l'échelle 2050. Et ceci a été repris dans le 7e programme d'action, donc ça devient un peu un objectif plus important auquel, dans l'évolution de la politique environnementale dans les prochaines années, il faudra se pencher. Deuxième objectif prioritaire, c'est le numéro 8, que je pense est intéressant, c'est sur les aspects urbanistiques, les aspects gestion des villes,
on a quand même des sols en dessous du ciment ou du tarmac qui couvrent nos villes. Et disons, l'ambition, c'est de essayer d'avoir déjà une meilleure gestion des sols au niveau de l'enceinte urbaine, mais aussi de revitaliser nos centres-villes, de remettre en cycle les friches industrielles. Parce que tout ce qu'on peut récupérer au niveau de surfaces artificialisées, qui sont déjà artificialisées à l'intérieur de nos villes, ça nous permet d'éviter de grignoter des espaces agricoles dans la périphérie. Toujours en regardant un peu au futur, donc il faudra réfléchir à quoi faire au niveau législatif pour la protection des sols. On a aussi un chantier, mais évidemment tout ça c'est à confirmer avec le nouveau commissaire, avec la nouvelle commission. On a un chantier, une communication, donc un document politique sur une meilleure utilisation de terre, du territoire, des sols. La version anglaise c'est Land as a Resource, dans lequel on va se pencher sur toute une série de thématiques, en particulier une meilleure gestion, une utilisation de terres plus efficace, y compris au niveau de l'artificialisation, y compris au niveau du recyclage, disons, de terres artificialisées. L'année prochaine, je crois, quelqu'un a déjà mentionné, ce matin, sera l'année internationale des sols, sur initiative de la FAO, approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre de l'année passée. Donc, ce sera l'occasion pour sensibiliser ultérieurement nos concitoyens à l'importance des sols. Sera aussi l'année de l'Expo universelle à Milan, qui a un thème lié à l'agriculture et à la production de nourriture, et donc les sols est la base de tout cela, et on souhaiterait introduire ce thème, ou en tout cas le souligner au cours du développement du programme de l'Expo. En 2015, il y aura la 3e Global Soil Week. C'est une initiative d'un institut de recherche allemand qui en a déjà fait 2 en 2012-2013. C'est une petite semaine globale, donc au niveau mondial. Tous les pays et toutes les organisations sont invités pour discuter de comment améliorer la gestion des sols, notamment au niveau des grands documents de politique internationale globale. Et là, je me rattache au dernier point qui était sur la transparence, s'il revient, c'est-à-dire 2015, c'est aussi l'année où, au niveau global, on décidera les successeurs de ce qu'on appelle les objectifs du millénaire, qui vient à échéance en 2015. Et donc, la communauté internationale à Rio, au sommet sur le développement durable qui a eu lieu en 2012, a décidé de changer ces objectifs du millénaire en un objectif de développement durable, Sustainable Development Goals, qui vont être adoptés, c'est tout un processus qui est en cours, et qui vont être adoptés en septembre 2015. Et donc les questions liées à une meilleure gestion de terre, à une protection des sols, pourraient être reprises aussi dans ce contexte, et donc être un bon couronnement de l'année internationale des sols. Je termine très brièvement avec un peu de publicité, c'est-à-dire des publications que nous avons faites qui ont affaire au sol. Ce sont des petites brochures, mais quand même, je trouve intéressantes, sur, par exemple, la vie, la biodiversité qui est dans les sols, sur les aspects sol et changement climatique, la relation entre les deux, et les possibilités que les sols peuvent offrir pour améliorer la situation. Quelque chose un peu plus lié aux questions artificialisation. On a un document, celui sur la gauche, un peu plus étoffé pour les professionnels, pour ceux qui s'occupent au niveau des communautés locales, au niveau de bureaux d'urbanisme, etc. Et la publication à droite a un peu le même contenu, mais c'est plus grand public. Donc, qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour essayer de contribuer à une diminution du taux d'accroissement de l'artificialisation de terre?
Et enfin, des publications qui sont, je crois, seulement disponibles en anglais. Un atlas des sols européens fait par nos collègues du Centre commun de recherche de la Commission. Et à droite, un recueil des projets LIFE. LIFE, c'est un programme d'innovation, recherche, mise en œuvre au niveau des questions environnementales, au niveau des questions de changement climatique, géré par la Direction générale de l'environnement de la Commission. Et dans cette publication, vous avez les projets liés directement au sol qui ont été faits dans les derniers 10 ans ou quelque chose comme ça. Donc tout ça est disponible sur notre site. APSA, sorry. Est-ce qu'on pouvait revenir juste à la dernière, pardon, le dernier d'après-moi, où il y avait le merci. Il y a aussi, ben voilà, le lien avec notre site à partir duquel vous pouvez télécharger ces publications et trouver plus ample information sur la gestion des sols et les politiques communautaires, notamment les documents, projets de directives, stratégies thématiques, etc. Merci. Merci Lucas. Prenez un micro avant de passer la parole au public. Il est allumé. Oui, ça paraît étonnant. On a des directives surtout en Europe qui protègent tous les secteurs de la biosphère, une directive sur l'eau, une directive sur la pollution de l'air, une directive nitrate, etc. Il n'y a toujours pas de directive sol. Ça paraît vraiment étonnant. Vous avez parlé d'un noyau dur de pays qui ont ralenti l'affaire. C'est qui ? Et sont l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni. Des grosses stations industrielles. Oui, finalement. Oui. Alors, justement, le blocage, c'est lié à ça, à la contamination de leur sol, à l'obligation qu'elles auraient eue de les décontaminer, ou c'est plus culturel que ça ? Les raisons étaient différentes. Pour certains pays, effectivement, c'était le chapitre contamination des sols, celui qui posait plus de problèmes. Pour d'autres, c'était plutôt la partie agriculture. Pour d'autres encore, c'était les deux, et aussi la partie artificialisation qui était toute petite dans le projet de directive. Donc, vraiment des sensibilités un peu différentes, mais comme je dis, c'était peut-être un projet trop ambitieux dans le sens qui essayait de regarder tout type de sol. Ce qui est aussi un défi, parce que si je vois un peu au niveau des collègues dans les administrations, en général, les ministères de l'environnement, c'est plutôt la partie contamination. Les ministères de l'agriculture, c'est la partie agriculture. La partie urbanisation, c'est encore un autre. Donc, mettre tout ensemble, c'était peut-être un peu trop ambitieux. En tout cas, c'est le constat qu'on peut faire après coup. Bon, ça va revenir quand en débat, cette directive ? Bon, cette directive a été enterrée. Donc, il faudra voir quand, si la Commission va proposer quelque chose de nouveau, dans quelle forme. Entre-temps, évidemment, on a tout l'arsenal de la législation existante qu'on peut essayer de mieux appliquer, qu'on peut essayer de renforcer. Mais beaucoup, vraiment, ça peut et ça devrait être fait au niveau national, voire régional. Ça dépend un peu des systèmes constitutionnels de différents pays. Je pense en ce moment, tous les administrations sont en train de rédiger les programmes de développement rural et les programmes de développement régional. Et là-dedans, il y a une très grande opportunité pour faire ou pas faire certaines choses. Mais ça, c'est laissé aux États membres. C'est le principe de subsidiarité, ça ? Le fameux ? Oh, oui, si vous voulez. C'est comme la législation a été conçue. C'est-à-dire, ça a aussi une logique. Hein. On ne peut pas décider de Bruxelles si on peut construire ou pas construire, ou s'il faut mettre ou pas mettre quelque chose. Donc, c'est vraiment voir les conditions locales, mais tout l'outillage est national. Voilà, ce qu'on a tendance à oublier, hein, quand il y a une ampoule qui pète, ce n'est pas toujours la faute de Bruxelles. Quelques questions, mesdames, messieurs.
Il y en a déjà une. Mon cher Rodolphe, si tu pouvais monter un peu la lumière, une question de Pierre Duprat. Je ne sais jamais s'il faut dire le Z, moi j'aime pas qu'on dise mon Z à moi. Merci. Bonjour, donc je suis Pierre Dupraz, économiste à l'Institut national de recherche agronomique à Rennes. Alors j'avais deux petites questions. La première, c'est sur les budgets. Évidemment, comme je suis économiste, sur les budgets. Donc notamment, je ne connais pas le budget du 7e programme d'action pour l'environnement. Donc c'était ma première question. J'ai cru lire que par contre le programme LIFE, c'était 3,4 milliards d'euros pour les 7 prochaines années. Et je me demandais ce que vous inspirez ce budget vis-à-vis de celui de la PAC, de la politique agricole commune, qui est de plus de 370 milliards, si je ne me trompe pas. Et donc je suis surpris que vous n'ayez pas parlé de la politique agricole comme moyen principal d'agir sur les sols. Donc, au niveau du budget, le programme d'action environnementale en lui-même n'a pas de budget. C'est un document essentiellement politique. Pour ce qui est du projet LIFE, je crois que le chiffre que vous faites, c'est bon dans le sens que c'est l'enveloppe pour la période 2014-2020 au niveau des actions environnement, changement climatique, biodiversité, etc. C'est là-dedans. Vous faites très bien de vous souligner tout à fait correctement le fait que c'est le pilier numéro 2, numéro 3, je ne sais plus, de notre stratégie thématique, c'est-à-dire l'intégration. On a évidemment proposé une législation spécifique, mais à côté de cela, toute une série d'actions, soit sur la politique agricole commune, les aspects des installations classées, au niveau même politique régionale, évaluation d'impact, toute une série d'initiatives qui ont accompagné la stratégie de 2006 et qui sont toujours à l'œuvre. On a essayé de faire deux choses, en mémoire, comme ça, brièvement, si je peux développer un tout petit peu. Au niveau de la politique agricole commune, la Commission avait proposé dans le cadre de principe d'éco-conditionnalité, de renforcer les aspects sols. Une partie du renforcement a finalement passé, mais pas la totalité. Évidemment, c'est une décision du Conseil et du Parlement. La Commission propose, le Conseil et le Parlement disposent. La deuxième chose, c'est au niveau de la politique de développement régional, on avait proposé de mettre comme indicateur l'augmentation de l'artificialisation parmi les indicateurs, kilomètres de routes construites, diminution de l'amélioration énergétique des bâtiments, etc. Il y avait toute une série d'indicateurs pour évaluer le succès au moins des plans nationaux ou régionaux sur ça. Mais bon, cet indicateur artificialisation, là encore, a été balayé. Donc, ça, c'est un négatif. Si je peux dire un positif, on a révisé la directive sur les installations classées, donc les grandes installations industrielles. Et là, on a renforcé la partie sol et aussi la partie eau souterraine en demandant un monitorage et en demandant qu'à la fin de la vie de l'installation, le site revient à ses conditions initiales. Donc, on a moyen de faire dans les politiques sectorielles. Évidemment, ce qui manque encore toujours, c'est un peu le cadre d'ensemble. Oui. Dominique Arouez, on n'aura pas le temps de beaucoup de questions, donc j'en prendrai encore une ensuite. J'ai le temps de en poser une dernière ou pas?
Vraiment une courte, alors une réponse très courte. Très courte, hein. Donc la directive aurait été le moyen, directive sur les sols, le moyen d'intégrer la problématique des sols de manière plus forte dans la politique agricole commune, puisque la conditionnalité des aides de la politique agricole commune suppose le respect des directives par les agriculteurs. Bon, donc ça c'est enterré. Donc qu'est-ce qui s'opposerait à ce qu'on intègre les agriculteurs, ça serait une autre façon de faire, dans la politique de l'énergie et du climat, notamment dans le marché du carbone, ce qui serait un moyen relativement puissant, peut-être pas à court terme, vu que le marché du carbone est très déprimé, mais un moyen relativement puissant de finalement inciter les agriculteurs à s'occuper mieux de leur sol, au moins de la teneur en carbone. Voilà. Puisque, d'autre part, du point de vue de l'efficacité économique, les mesures du deuxième pilier ou du premier pilier qui s'intéressent aux émissions et au stockage de carbone en agriculture, en fait, conduisent à des coûts de la tonne de carbone évitée complètement différents d'un pays à l'autre et sans qu'on puisse même le connaître. Donc c'est complètement inefficace. On peut payer 1 000 € la tonne de carbone abattue à un endroit, voire 10 000, et 50 à un autre endroit. Donc je ne comprends pas cette politique, alors qu'on a déjà un instrument qui permettrait de faire beaucoup mieux, plus efficace, à moins cher. Lucas, rapidement. On a fait un pas dans ce sens. Le règlement, alors malheureusement je ne sais pas en français, mais c'est Land Use, Land Use and Forestry, donc LULUCF, qui demande déjà de faire un monitorage poussé d'ici 2020 des situations donc forêt, mais aussi carbone des sols, et on verra ce que cela donne, peut-être en allant dans la direction dans laquelle vous proposez, mais ce n'est pas encore le cas pour le moment. Dominique Arouez. Oui, alors ce n'est pas une question, c'est juste un petit commentaire. D'abord, merci Lucas. Tu as dit qu'il y avait 5 pays qui s'étaient opposés à la directive. En fait, il y en a 4, et la France, elle s'est abstenue. Donc ça, c'est un bon exemple de la diplomatie française. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne s'est pas prononcée, mais elle a quand même bloqué le truc, parce qu'à partir du moment où il y a 5 pays qui ne votent pas pour, c'est bloqué. Donc ça, c'est un exemple de la diplomatie française. L'autre truc que je voudrais mettre en avant, c'est pourquoi elle s'est bloquée, cette directive. À mon avis, c'est effectivement, enfin en tout cas pour la France, et pour d'autres pays, je pense pour l'Autriche aussi, et probablement pour la Grande-Bretagne, c'est le pilier 3, c'est la contamination. Ça fâche les gens quand on leur dit « Regardez, vous avez 300 000 contaminés, sites contaminés, il va falloir les réhabiliter. » Alors tout de suite, il y a un mec dans un ministère qui prend sa calculette et qui dit « Putain, combien ça va me coûter, quoi ?» Et donc c'est peut-être ça l'erreur, effectivement. Vous avez vu trop large. Vous avez peut-être vu trop large. Il fallait peut-être mettre d'un côté les sols, entre guillemets, naturels ou agricoles, et puis laisser un peu les stations de service de côté ou les traiter à part, quoi. Parce que là, le paquet, il était trop lourd, quoi. Et je pense que c'est ça qui a bloqué. Merci Dominique. Une dernière question là-haut. Sophie Raouz va vous guider le micro. Voilà, c'est monsieur qui est en bout de rang. Ah ben non. Oui, bonjour. Jean-Claude Marcus, Association française pour l'étude des sols. Ma question, évidemment, est très simple. Si on n'a pas de directive sol en Europe, c'est comme si on avait un frigo pour conserver les sols, mais qu'il n'était pas branché. À partir du moment où on part du principe que les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent, que faudrait-il que nous fassions, nous les peuples, pour que cette directive voie le jour? Alors là, Lucas. Mon expérience, ça fait 9 ans que je travaille dans le domaine, et je pense que ce qui manque, c'est effectivement une connaissance, un intérêt de la part de l'opinion publique. Parce qu'un manque de connaissance de la part de l'opinion publique, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est dans le radar des hommes politiques. Oui, vous m'avez dit, Lucas, la terre, on s'en fout parce qu'on ne la mange pas, on ne la boit pas, ça ne salit pas les chaussures. Oui, je veux dire, c'est évidemment un sujet en lui-même un peu plus difficile que l'air ou l'eau. Parce que l'air, si l'air est empesté, tout le monde se plaint. Si l'eau n'est pas buvable, la même chose. Le sol, c'est justement du salissure qui s'attache aux chaussures. Donc,
là, il y a un problème de communication. Mais je disais, mon expérience, c'est que même au niveau de grandes organisations environnementales, le sol n'est pas vraiment quelque chose de sexy, disons. On peut nommer toute une série de sujets sur lesquels vous avez les grandes organisations environnementales qui sont très actives. Dans les domaines sol, non. Donc, je pense que le défi, c'est un défi peut-être long terme, c'est expliquer l'importance, donc accroître la connaissance et donc faire le lien entre un manque de politique ou voire de législation pour améliorer les choses. C'est sûr que le WWF et le Greenpeace, on les entend mal, assez peu sur la question des sols. Une dernière question là-haut, monsieur. Bonjour. Vous avez souligné dans votre intervention l'importance de la reconversion des friches industrielles qui pourrait répondre effectivement à un double problème. Déjà le problème de la crise du logement et ensuite celui de l'urbanisation des terres agricoles. Mais quand on regarde dans les faits ce qui se passe sur les projets de reconversion de friches industrielles, très souvent, finalement, on a des espaces qui sont utilisés pour mettre en place des grands espaces commerciaux ou encore des grands espaces des pôles tertiaires et d'économie. Et finalement, est-ce que pour jouer sur ces espaces-là, il ne faudrait pas avoir des normes qui soient aussi très fortes, qui poussent dans le sens de la construction de nouveaux logements sur ces espaces de friches industrielles pour les empêcher de se construire là où c'est moins cher, c'est-à-dire sur les terres agricoles. Et à côté de ça, donc empêcher ces grandes enseignes qui s'installent sur ces friches industrielles, que ce soit la grande distribution ou on a plein d'exemples ici dans la région de friches industrielles qui ont été, de reconversion qui ont été, sinon ratées, qui n'ont pas répondu justement à ces enjeux-là et qui n'ont pas pris en compte ces dimensions de logements qui du coup se sont construits sur les terres agricoles. On a parlé hier soir, on va en parler lors de la dernière table ronde. Luca Marmot, le recyclage des espaces existants. Disons qu'au niveau d'essayer de diminuer le besoin de grignoter des terres, normalement des terres agricoles, c'est relativement indifférent l'utilisation que vous faites des friches reconverties. Si le besoin local est plutôt vers le tertiaire, soit, si est plutôt pour le logement, l'important c'est, je crois, de expliquer que artificialiser des sols, c'est normalement beaucoup moins cher que reconvertir, que assainir quelque chose qui a été abandonné, relativement moins cher, certainement dans le court terme, mais dans le moyen long terme, tous les effets que cela peut avoir sur nécessité de transport accru, la mairie qui doit prendre en charge la voirie et l'illumination stradale et les égouts, et tout ça, il faut le maintenir, à part les questions plus générales, perte de terres fertiles, carbone, nourriture, etc. Il y a aussi un coût un peu caché dans ce genre de développement qu'il faudrait faire émerger. Après, aller vers la réglementation, ça, ce n'est pas Bruxelles qui va le faire. C'est vraiment une question au niveau national, régional ou vraiment local. Mais déjà, faire passer le message que construire un zoning industriel tous les 10 km, peut-être ça ne fait pas beaucoup de sens, ou un shopping center, ça serait important. Voilà, décision qui revient à l'échelle des États. Et donc, merci Lucas, vous me tendez une perche pour la table ronde suivante qui concerne justement la meilleure échelle de décision et avec quels outils. Merci Lucas Marmot.